Comment est-ce qu'on fait pour fédérer autant d'intérêts un peu divergents aussi derrière une même vision? Oui, il est bien évident que ce projet a toute une histoire et ce qu'on vous raconte aujourd'hui, ça a commencé il y a plus de 10 ans maintenant. L'hôpital se trouvait en face d'une zone commerciale extrêmement garnie, mais par ailleurs au milieu des champs. Vous voyez, vous avez vu les champs tout à l'heure, vraiment, il y a 4 ans, c'était encore des champs. Et nous avons appris qu'une zone allait s'urbaniser au cours du temps, dans les 30 ans qui allaient venir, lorsqu'on était au début des années 2000. Autre point encore, notre université de tout temps, elle est née en 1875, a souhaité bien sûr former, chercher, c'est son job, mais également servir la société. Et nous nous disions, en tant qu'université catholique, qu'est-ce qui pourrait être fait, qui ne soit pas déjà fait beaucoup par ailleurs, qui permette de former, de chercher, de servir la société, et qui répondent à une exigence de notre tradition, à savoir servir le plus démuni. En même temps, vous avez quand même décidé de vous lancer dans un projet immobilier. Le lien n'était pas immédiat. Le lien n'était pas immédiat. En fait, le projet immobilier, il était nécessaire pour que nous puissions maîtriser le territoire. Au départ, nous nous disions, nous sommes aménageurs, et pourquoi l'université est-elle aménageur? Mais Thérèse l'a dit un petit peu. Bon, lorsque tout sera vendu, que les voiries seront rendues à la communauté urbaine, nous aurons fini notre travail. Et puis tout à coup, on s'est dit, mais non, le travail commence, car c'est maintenant que les gens arrivent, et c'est maintenant, mais on va en parler après, c'est maintenant qu'il faut que l'animation que nous avons souhaitée, que le type d'architecture et d'urbanisme que nous avons mis en place pour faciliter les échanges donne vraiment une population qui est mixte et qui se mixte. Vous avez créé combien d'emplois au final? Ça crée combien d'emplois, un projet pareil? Et puis comment est-ce qu'on met en œuvre en termes d'organisation, de financement, de gouvernance? Qui décide un peu finalement dans ce type de projet pour co-construire, qui est quand même le grand mot aujourd'hui, un projet pareil? Il y a les emplois liés à la construction elle-même. Ça fait à peu près 1000 emplois pendant 3 ans qui ont été créés donc, pour élever, faire les voiries, etc. Et le nombre d'emplois dans le fonctionnement d'Humanicité actuel, c'est 500, dont 250 ont été créés. Voilà, comment tout ceci fonctionne-t-il? On a essayé de constituer dans la confiance, je pense que c'est une des clés du succès tout à fait essentielle dans cette affaire, de créer dans la confiance un comité des sages qui se réunissait régulièrement entre le député maire de l'Homme, le maire de Capinghem, l'Acato, voire l'une ou l'autre entreprise qui devenait partenaire. Voilà, un groupe qui définit les valeurs au départ et qui en est le gardien. Nous étions un peu un comité gardien du temple. Au niveau interne, bien sûr, un groupe de pilotage au niveau de l'Acato, que j'ai eu la chance de présider, et puis une commission écoquartier qui se réunissait régulièrement avec avant le dépôt de chacun des permis de construire, et aucun permis de construire ne pouvait être déposé sur Humanicité sans qu'il ait été accepté par la commission écoquartier. Et enfin, en vue de prévoir un peu l'animation du quartier, depuis 5 ans, la réunion d'une commission mutualisation qui réunissait tous les futurs établissements, voire les promoteurs de logements, qui allaient s'installer sur Humanicité pour essayer de déterminer ensemble quelles allaient être les règles de fonctionnement en commun. Les ateliers sont ce qu'on a un petit peu un living lab, prononcé à l'anglo-saxonne, qui, vous allez nous dire un peu ce que c'est, mais dont finalement la fonction, c'est aussi de créer le dialogue avec toutes ces personnes, de manière à ce que les services qui soient créés correspondent aux besoins réels des populations. Comment est-ce que vous envisagez d'organiser ce dialogue, ces remontées d'informations? Qu'est-ce que c'est qu'un living lab? Alors, Humanicité, c'est d'abord un nouveau quartier de vie et de ville. Il y a des habitants. Les ratios, Jean-Claude pourra peut-être les rappeler, au niveau des habitants propriétaires, locataires, le nombre de personnes qui travaillent. C'est d'abord un nouveau quartier. Il n'y a pas... vous insistez sur les personnes en situation de handicap, où je crois que c'est 10% de la population évaluée aujourd'hui. Un living lab, le quartier Humanicité, c'est le living lab. Les ateliers, je vais vous expliquer après ce que c'est. Les ateliers du quartier Humanicité, c'est l'outil de développement des projets d'innovation qui vont naître dans le quartier. Eh bien, l'enjeu des ateliers, c'est de contribuer dans le rapprochement de ces deux écosystèmes à faire naître le mieux vivre, un mieux vivre ensemble. Non, simplement, moi j'ai une observation. En gros, on considère assez normal dans nos pays qu'il y ait du lien entre de la recherche technologique
et des projets économiques. Mais le lien entre de la recherche sociale et des projets innovants, c'est moins évident. Et en fait, on peut se demander pourquoi. C'est-à-dire, finalement, si on fait de la recherche pour mettre au point des nouveaux dispositifs industriels, on a aussi besoin de matières grises pour savoir comment on apporte des solutions aux problèmes du handicap, de la vieillesse, etc. Et je ne parle pas de recherche, pas seulement dans un sens scientifique, de recherche contre le cancer, mais je parle de recherche de ce qui nous amène à être ensemble, c'est-à-dire du vivre ensemble, de ce que vous voulez faire sur Humanicité. On a besoin d'apports de matières grises pour réussir ce type de projet. C'est clair. J'aurais juste deux petites réactions à ce que vient de dire M. Civil. La première, c'est qu'une des réponses, me semble-t-il, qui se dégage de l'analyse de ce que dans d'autres secteurs on arrive à produire en termes d'innovation et qu'on a un petit peu plus de mal à mettre en évidence, c'est-à-dire la production de valeur, c'est justement que dans le champ social, mettre en évidence une certaine production de valeur, c'est décaler les indicateurs traditionnels de création de valeur et de définition de celle-ci. Ce qui n'est pas toujours facile à faire, y compris de par des postures qui peuvent se comprendre tout à fait dans le contexte économique dans lequel on est, mais qui sont une opportunité, comme ça se dit beaucoup aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a sans doute à se poser la question sur un quartier comme celui-ci, d'à quel point, et ça vaut je crois aussi pour la Neuville, vous êtes prêt à lâcher prise pour que vos parties prenantes définissent avec vous, y compris dans des zones où vous ne seriez pas prêt à aller d'emblée, ce que sera le futur de ce que vous constituez ensemble. Vous voulez dire qu'il faut vivre dangereusement pour faire des choses comme ça, quoi. Je pense qu'il faut prendre le risque qui est à la hauteur de l'opportunité et de l'ambition. Et c'est une manière de comprendre la notion de confiance. Ouais. Alors, d'abord, ça s'appelle atelier parce qu'on a voulu trouver un nom. Et les ateliers, c'est un endroit où on fabrique ensemble. Vous avez raison, c'est un endroit où on pourra venir poser des questions ou montrer des problématiques, une problématique de mobilité, d'accessibilité, de plan de déplacement. Donc, c'est non seulement mettre ensemble, faire lever les questionnements, voir comment on peut aboutir aux solutions avec un point très particulier qui est que les usagers, entendus au sens large du terme, ceux qui ont l'usage de ce quartier, puissent eux-mêmes être partie prenante de l'élaboration de la réponse à ces questions. Alors, je réagis d'abord pour montrer le parallélisme entre le projet de la Chartreuse et Humanicité. Il y a quand même un peu de folie au départ, parce que pour lancer un projet comme celui-là, c'est un peu comme quand on pousse la porte de la Chartreuse et qu'on se dit on va la relever. Et donc il y a quand même ce parallélisme. Moi, j'y suis allé à Humanicité. On le voit sortir de terre. Donc ça veut dire que ces projets qui paraissent fous, ils sortent de terre s'il y a la volonté de le faire. Et de ce point de vue-là, vous avez quand même entendu Martin Hirsch et Thérèse Lebrun. Ces choses-là sont aussi personnalisées par des gens qui portent les projets. Et j'observe au passage que ces deux personnes sont maintenant membres du conseil d'orientation de la Chartreuse. C'est pas rien. Vous n'avez pas parlé d'argent. Donc quel est le montant global de l'investissement? Au niveau du modèle économique, l'Akato n'a pas d'argent non plus. Donc, si vous voulez nous en prendre... Non, je ne pensais pas à ça. Moi. Je pensais comment vous avez fait pour en trouver autant. C'est plutôt ça. J'ai eu raison de venir. Le coût de l'aménagement, c'est-à-dire acquisition des terrains, création des voiries et des réseaux, toutes les études qu'il a fallu conduire pour construire l'urbanisme, c'est 13 millions hors taxes, donc 15,5 millions TTC. L'Akato a emprunté la totalité de cet argent auprès de banques qu'elle a réussi à mobiliser et à qui elle a fait croire qu'elle allait les rembourser, ce qui d'ailleurs est le cas. Me dites pas ça à moi quand même. Hein. Et donc, comment avons-nous récupéré les 13,5 millions hors taxes ou 15,5 millions TTC que nous avons empruntés? Eh bien, c'est en revendant des terrains qui désormais avaient une valeur, donc des mètres carrés constructibles pour à peu près 100 000 mètres carrés constructibles sur Humanicité. Alors, le coût global de l'opération, c'est 250 millions d'euros TTC. Alors là, ce sont les investisseurs, soit des établissements sanitaires, soit des établissements médico-sociaux, dont financés par l'ARS, le Conseil général, enfin la DACETA, soit des promoteurs, soit sociaux, soit privés. Et Thérèse, alors la plus grande résistance à franchir? Alors d'abord, pour revenir une seconde en arrière, effectivement, on s'est réveillé certains matins, en tout cas moi, mais je crois certains de mes collègues aussi, en nous disant « mais on est fous, dans quoi est-ce qu'on a emmené l'Akato ?» Et puis après, c'est quoi cette Arlésienne
On parle d'humanicité qui va grandir et sortir de terre. Tant que vous n'avez pas le premier logement qui commence à sortir, aujourd'hui, tout est à peu près sorti de terre. On est rassuré et puis il n'y a pas de retour en arrière possible. Au niveau des obstacles, ils ont été essentiellement d'ordre technique, etc., financiers, des choses comme cela. On les a surmontés, notamment avec le groupe que Jean-Claude décrivait tout à l'heure. L'obstacle le plus important que l'on a actuellement, il est de l'une des collectivités territoriales qui nous a en gros lâchés. Donc voilà, il suffit qu'un des acteurs perde pied en quelque sorte ou ne soit plus d'accord avec le projet pour qu'on puisse rencontrer des obstacles qui vont nous allonger la durée du projet et poser quelques soucis financiers, soit pour la firme qui doit construire parce que c'est 100 emplois qui sont en cours d'attente, soit pour nous-mêmes parce qu'évidemment la Cato ne peut pas financer comme ça longuement les millions d'euros qu'elle ne peut pas récupérer. J'ai encore un gros obstacle et je me permets de le dire parce qu'il est déterminant également pour vous. J'ai dit tout à l'heure l'intérêt du projet politique, au sens noble du terme. C'est-à-dire que voulons-nous faire, avec quelle valeur, avec quel objectif et avec quel horizon. Et une des grandes difficultés que nous avons rencontrées, ça a été d'être assez fort politiquement, y compris avec Madame la Présidente de la communauté urbaine, qui est décisionnelle en définitive, pour éviter que les grandes orientations, les grandes valeurs soient remises en question par des techniciens qui, eux, disent « vous n'y connaissez rien en urbanisme, nous, on va vous expliquer, on a fait de grandes études ». Voilà. Et donc, faire en sorte que les sachants techniciens n'arrivent pas à remettre en cause les grandes orientations parce que économiquement, ça ne passe pas, parce que techniquement, ceci, etc. Ça, c'est une très grande difficulté.